Cette première table ronde va nous permettre de poser en quelque sorte le décor et de voir à quel point ces questions sont aujourd'hui au cœur non seulement de nos travaux, mais plus largement d'ailleurs, sont au cœur de bien des réflexions, que ce soit au plus près de chacune et de chacun d'entre nous, mais que ce soit également au niveau national, européen, mondial, et votre vision, Sébastien, va être très intéressante sur ce sujet. Et puis, une fois que nous aurons échangé ensemble, au travers de votre vision, au travers de témoignages de terrain, de ce qui se fait d'ores et déjà dans les Landes depuis de nombreuses années autour de ces questions. Nous accueillerons donc les deux porte-paroles, les deux rapporteurs de la commission qui a travaillé sur ce sujet. Le nom d'ailleurs de tous les participants à cette commission, ils sont trop nombreux pour que je les cite, pardonnez-moi, va s'afficher dans quelques secondes sur l'écran. Notez le prénom, le nom de chacun d'entre eux, mais surtout au travers de la façon dont ces commissions ont été constituées, vous remarquez évidemment toute la force de votre réseau et tout le maillage territorial, ce qui fait que toutes les idées qui vont émerger afin de permettre l'accès de tous à une alimentation saine, durable et locale, toutes ces idées, on peut se dire qu'elles émergent de l'ensemble des territoires. Sébastien Abyss, dans quelques petites minutes, je vais vous poser une question très simple qui a été posée, figurez-vous, sur un marché il y a quelques jours à peine. Je vais vous demander, pour vous, qu'est-ce que c'est finalement qu'une alimentation saine et durable? Et derrière cette question, si selon vous, l'alimentation saine et durable est ou non accessible réellement à tous. Voilà de quelle façon on répond à cette question lorsqu'on se situe, lorsqu'on fait son marché à Espelette, pas très loin d'ici. Regardez. Pas facile comme question. Facile d'accès, je ne pense pas. C'est une volonté de chacun. C'est un peu plus cher, c'est vrai que pour certaines populations, on va dire, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas trop les moyens. C'est vrai qu'en venant sur les marchés comme ça, maintenant, on arrive plus facilement à avoir accès justement à une alimentation plus saine que dans les supermarchés par exemple. C'est vrai qu'en campagne, on a plus accès à un producteur direct qu'en ville. Pour ma part, vivant à Espelette, oui, ça l'est, étant donné qu'il y a pas mal de collectifs qui sont mis en place pour manger plus sainement, justement avec ce fameux circuit court. Les circuits courts, je pense que c'est l'avenir d'une alimentation saine et écologique. On a plus facilement confiance dans les produits vendus. Au moins, on sait que ça va directement au producteur et c'est vrai que en tant que consommateur, c'est plus avantageux pour nous. Enfin, on sait où va notre argent et on sait ce qu'on consomme également. Alors, ce marché à Espelette, il y en a d'autres sur lesquels on aurait pu aller, dans les Landes, hein, par exemple. Je dis ça parce que dans quelques minutes, Marie-Hélène Cazobon, vous qui êtes présidente de la Chambre d'agriculture des Landes depuis décembre 2020 et membre du conseil d'administration de Qualité Landes, nous parlerons également de la façon dont les produits de qualité sont présents sur les marchés landais. Je dis ça pour un juste équilibre, vous voyez, de tout l'ensemble des territoires qui nous reçoivent. J'essaie de garder Béarn, Pays Basque, Landes, je fais beaucoup d'efforts, vous allez voir, mais c'est un territoire tellement riche. Je le dis pour tous ceux qui viennent des 4 coins de France, les brochures touristiques seront à la sortie de cet auditorium. Sébastien Abyss, vous êtes le DG du Club Déméter, vous êtes un expert de la géopolitique, de l'agriculture, des ruralités, de la pêche, de l'alimentation dans le monde. Il faut rappeler d'abord ce qu'est Déméter, peut-être pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cet écosystème qui regroupe 71 entreprises, structures professionnelles tournées vers des réflexions prospectives. On scrute les enjeux mondiaux, les dynamiques intersectorielles liées à l'agriculture, l'alimentation, le développement durable, avec finalement tous les prismes, parce que la richesse de Déméter que vous représentez aujourd'hui, c'est justement cette complémentarité de vision autour de ces problématiques. Les entreprises membres, elles travaillent en réseau, il faut le dire, et derrière ce réseau, il y a également des écoles d'enseignement supérieur avec des experts français, internationaux qui coopèrent avec 3 ministères nationaux. Vous avez publié vous-même en 2020 Géopolitique de l'agriculture avec Pierre Blanc, Géopoliculture, Histoire et pouvoir alimentaire dans le monde. Vous co-dirigez chaque année le fameux Déméter, cet ouvrage collectif. J'arrête là parce que je pourrais citer de très nombreux autres articles. Ça vous semble normal aujourd'hui de parler de souveraineté alimentaire en France en novembre 2021? Écoutez Eric, je pense que le choix thématique des Journées nationales 2021 de la MSA est à la fois approprié
Et quelque part, je pense que c'est le thème qui, toutes ces dernières années, ont pu nourrir en fait à la fois les activités, la mission, les objectifs de cet organisme et finalement l'ensemble des travaux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on redécouvre depuis quelques mois en France que la question agricole est une question qui doit être en permanence adressée, performante, quand personne n'en parle. Je dis ça à dessein parce que, en fait, les évidences, à force de l'être, on en oublie qu'elles le sont. Et on a eu, avec l'épisode pandémique, qui n'est pas derrière nous d'ailleurs, je pense qu'il faut rester prudent par rapport à ces secousses, tant internationales que européennes et françaises, avec de grandes dimensions sociales, sur lesquelles je dirai un mot peut-être tout à l'heure, mais on a repris conscience que sur ce qui constituait la sécurité humaine, la santé et l'alimentation, pas l'un ou l'autre, pas grand-chose d'autre, sur ces deux axes-là, il fallait pouvoir en permanence assurer une production. Le président de la MSA a parlé de l'acte productif. On ne peut pas désarmer sur ces secteurs stratégiques. Et je crois que la question de la souveraineté se repose à nouveau en Europe et en France dans un contexte international très différent, très tendu, et avec peut-être un réveil brutal ou sous forme d'ardeur joyeuse, je vais la formuler comme ça, pour reprendre conscience qu'il y a des secteurs dans lesquels nous sommes très bons, voire excellents par rapport au monde, et pour lesquels, pour être bon en temps extraordinaire, il faut être bon en temps ordinaire. Et la souveraineté, c'est avoir une vision des priorités stratégiques de long terme, avec constance, avoir de la cohérence, avoir des complémentarités. La souveraineté, c'est pas répondre à l'émotion, et ça veut dire donc ne pas être en réaction. Et c'est là où on voit que peut-être ces derniers temps, il y a des doutes sur la volonté, tant en Europe et en France, de rester une grande puissance agricole et alimentaire, non pas, encore une fois, pour faire comme hier, parce qu'évidemment, il faut dessiner une trajectoire agricole qui soit différente demain, pour tout un tas de raisons, avec d'autres acteurs, mais je crois qu'il faut rester performant, et dans cette performance, ça a été dit, il y a un triptyque gagnant qui est quantité, qualité, diversité. Je me permets quand même d'insister sur le quatrième volet qui est décisif, c'est le modèle social européen et français qui constitue et qui détermine cette triple performance agricole. On va y revenir d'ailleurs sur cette dernière partie, mais juste avant, sur vos trois performances, parce que ce mot performance, lorsque parfois certains l'emploient, il n'a pas tout à fait la même signification que ce que vous mettez derrière la performance au niveau de la qualité, la performance au niveau de la quantité et la performance au niveau de la diversité. Ces trois performances, elles peuvent véritablement se marier ensemble ou parfois est-ce qu'on n'arrive pas à les opposer finalement les unes par rapport aux autres? Je crois qu'on a atteint un niveau de performance, quantité, qualité, diversité agricole et alimentaire en Europe parce qu'on s'est donné les moyens depuis un demi-siècle d'atteindre cette performance. Et cette performance, aujourd'hui, elle doit aller dans un autre narratif qui est de continuer à nourrir et en même temps de réparer la planète. C'est d'ailleurs les deux axes qui nourrissent aussi une partie des travaux, je crois, de ces journées nationales. C'est de maintenir une activité agricole capable de nourrir, mais aussi d'avoir une activité agricole qui soit en fait la locomotive du développement durable. Moi je dis toujours, sans les mondes agricoles, on ne réussira pas les transitions climatiques. Le premier levier se situe là. Et donc, au lieu d'essayer d'opposer aujourd'hui une agriculture d'hier avec une agriculture de demain, et pour certains, dans laquelle il n'y aurait presque plus de visage humain, ce qui est parfois un peu dangereux, me semble-t-il. D'ailleurs, petite parenthèse, si je peux me permettre, c'est très bien France Relance et c'est très bien France 2030 avec un volet agricole et alimentaire. Enfin, derrière robotique, numérique et génétique, j'espère qu'on ne va pas oublier la place de l'humain et des personnes, agricultrices ou agriculteurs, qui font précisément la performance de la sécurité alimentaire en France. Mais cette performance, aujourd'hui, elle va être mesurée à l'aune des aspects sociaux, à l'aune des aspects environnementaux et sociétaux, mais également, et évidemment, toujours à l'aune des critères économiques. Vous ne pouvez pas être performant sur le développement durable et avoir une offre alimentaire diversifiée, accessible à tous, avec cette notion de justice sociale et alimentaire qu'il faut pouvoir cultiver dans notre pays, si économiquement, nous n'avons pas des systèmes agricoles viables. Et donc, c'est toute la question des revenus des agriculteurs, du prix insuffisamment élevé payé par les consommateurs, parce que, pardon de mettre directement ça sur la table, mais c'est ça le problème. Le problème principal, c'est celui-là. C'est que depuis 50 ans, les subventions publiques à l'agriculture n'ont pas bénéficié aux agriculteurs.
Les grands gagnants ont été les consommateurs, dont je fais partie. Ça veut dire, attendez, pour être très clair, que selon vous, par exemple, prenons la PAC, tout à fait au hasard, on pourrait se dire que la PAC, elle ne bénéficie pas, donc si je vous suis, directement aux agriculteurs, mais quelque part aux consommateurs, au travers du prix que finalement auquel nous pouvons payer nos aliments, c'est ça? Factuellement, la politique agricole commune, c'est une politique qui est aujourd'hui protège un demi-milliard de consommateurs européens. Et j'ai toujours dit que cette politique était très mal nommée, puisque la politique agricole commune est en fait une politique alimentaire citoyenne, qui est depuis 30 ans, parce que ça fait 30 ans que les réformes sont en cours, une politique agricole et alimentaire climatique. Il ne faut pas l'oublier, hein, le sigle de la PAC aujourd'hui, le C, c'est climat. Mais je crois que ce qui est important, c'est que dans cette triple performance à aller rechercher, dans se nourrir et réparer la planète, encore une fois, il est hors de question de demander au monde agricole de remplir une mission encore plus grande que par le passé. Il doit produire de l'énergie. Vous voyez que le mot énergie-culture est en train de s'installer dans le petit dans tous les Robert. vocables, tout à Donc, fait. on a de multiples missions aujourd'hui demandées aux mondes agricoles et on n'a pas des revenus qui progressent et on n'a pas des prix de produits alimentaires de qualité qui soient plus élevés. On s'émeut depuis quelques jours sur la hausse de quelques centimes du prix du pain et c'est là où je fais un petit décrochage par rapport à la situation française. Je trouve ça super, les témoignages sur les marchés français. On a une chance inouïe à l'échelle du monde. Il ne faut jamais l'oublier. C'est vrai. Il n'y a qu'en Europe, depuis 2 ans, où il n'y a pas d'inflation alimentaire. Et quand je dis inflation alimentaire, aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, y compris de grandes puissances agricoles, les prix alimentaires ont doublé, triplé, voire quadruplé. Et donc, il faut avoir conscience qu'on a un système social européen et français qui, autour de l'agriculture et de l'alimentation, a toujours, et c'est pour ça pour moi qu'il faut faire attention avec la notion de souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas le repli des uns et des autres sur leur territoire, leurs parcelles et une relocalisation des états d'esprit. La souveraineté, c'est un effort collectif, public-privé, avec cohérence et de long terme. Et encore une fois, j'ai toujours dit, vaut mieux absolument préserver le produire ensemble pour tous que produire de tout partout. Parce que ce n'est pas possible. Cela dit, le produire ensemble pour tous, il passe par par une véritable diversité, par l'addition de plusieurs modèles. Alors que parfois, on a l'impression qu'en ce moment, on est en train de montrer tel ou tel modèle. On est en train de montrer tel ou tel dessin, d'ailleurs. Avec notre ami Rodolphe qui va nous accompagner aujourd'hui. Mais c'est bien ça, une des clés, et en tout cas une des forces peut-être que l'on a chez nous. Alors on le voit au travers de ce qui se vit sur ce territoire, mais au-delà, lorsqu'on additionne encore une fois tous les territoires, cette diversité, cette addition des modèles, pour vous, ça vous paraît être la clé encore plus aujourd'hui, encore plus demain qu'elle n'est aujourd'hui? Exactement, et merci de le formuler comme ça. C'est encore plus demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va vers une hyper-intensification agricole, en connaissance, en savoir, en expérience, en talent. J'insiste parce que je crois qu'il faut avoir conscience qu'on ne sait pas à quoi va ressembler le métier d'agriculteur dans 10 ans. Celui qui prétend savoir est très audacieux. On a un métier qui, probablement, va être encore plus qu'aujourd'hui multifonctionnel. Il faudra, comme aujourd'hui, mais encore plus demain, être capable de faire des dizaines de métiers sur une seule journée. Ça veut dire que demain, pour réussir cette triple performance, pour réussir cette trajectoire attendue par la classe politique et sociétale de nourrir et réparer, il faut à la fois se former tout au long de la vie, à la fois assurer des renouvellements de compétences, de talents en agriculture, dans l'industrie ou tous les métiers serviciels de la chaîne alimentaire, et on est loin du compte. Il n'y a pas qu'un problème de renouvellement des agriculteurs. Et on en parlera beaucoup demain d'ailleurs. Je sais que vous avez une table ronde demain, mais je voudrais mentionner un autre aspect. Ça fait 2-3 ans que je parle beaucoup de l'importance d'ouvrir les bras très grands aux NIMA. Oui. Les NIMA, c'est les non-issus du monde agricole. Nous avons besoin d'avoir une réconciliation sociétale. Il faut que les mondes agricoles acceptent que beaucoup de personnes vont traiter et s'occuper de l'agriculture et de l'alimentation demain dans notre pays sans y connaître, mais avec peut-être beaucoup d'enthousiasme et quelques compétences nouvelles nécessaires à cette triple performance. Mais l'inverse doit être terriblement vrai. Les non-issus du monde agricole, moi j'en fais partie, s'ils n'ont pas le respect des professionnels, de ceux qui savent, de ceux qui ont l'expérience,
on ne réussira pas cette triple performance. Ça veut dire qu'à côté de la triple performance, il y a également un autre concept. Comme vous aimez bien ce genre de raccourci, non pas pour limiter la réflexion, mais au contraire pour favoriser la réflexion, c'est celui des 4 C. Cohérence, constante, coopération, complémentarité des productions que l'on lit dans vos ouvrages. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est en lien direct avec ce que l'on va voir tout à l'heure, ne serait-ce qu'au niveau local, lorsqu'il s'agit évidemment de reparler d'une forme de souveraineté de produits de qualité, hein, à savoir proposer à l'ensemble d'un territoire, c'est encore plus vrai au niveau national, encore plus vrai au niveau européen, encore plus vrai au niveau mondial. Ces 4 C, cohérence constante, coopération, complémentarité des productions, sur lequel de ces C nous pêcherions le plus aujourd'hui et sur lesquels faut-il le plus porter d'efforts selon vous, Sébastien? Sur le côté cohérence, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on a des injonctions à la souveraineté alimentaire qui butent sur des blocages scientifiques ou en termes de recherche. Je suppose que Marion Guilloux demain reviendra sur le sujet. On a un manque de cohérence parfois entre des politiques sectorielles, alors que l'agriculture en fait est très transversale et nécessite une approche très multidimensionnelle et pas uniquement réservée à un ministère unique. Et on voit bien que la question alimentaire, c'est une question aussi de santé, c'est une question d'innovation, c'est une question qui porte sur la technologie, sur énormément de choses, mais ça porte aussi sur l'éducation. Moi, j'ai une obsession autour de ce sujet agricole et alimentaire, c'est l'éducation. Il faut former des gens pour faire les métiers qui, de la parcelle à la fourchette, vont être nécessaires demain, mais il faut aussi que les consommateurs soient rééduqués à la question alimentaire et donc à l'importance de comprendre qu'elle ne tombe pas du ciel. En milieu urbain, chez les moins de 30 ans aujourd'hui, vous avez plus de 95% des gens qui ne vont jamais à la campagne, qui n'ont pas de lien avec l'agriculture. Le temps où il y avait toujours un grand-parent agriculteur, c'est fini. Cette histoire est complètement derrière nous. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est 2 choses. C'est que j'aime bien la formule du gouvernement actuel et du ministre qu'il a encore utilisée tout à l'heure sur entrepreneur du vivant. Oui. Mais il faut pouvoir vivre de cette entreprise, surtout si on lui assigne plein de missions stratégiques. Et l'autre chose, c'est que le consommateur doit comprendre que sa meilleure assurance vie, c'est la bonne alimentation, dès le plus jeune âge. Et donc, si on veut manger pour se soigner au sens non pas guérir, mais se préserver, augmenter l'espérance de vie en bonne santé, parce que c'est ça le challenge humain demain, c'est pas de passer le cap des 150 ans, c'est de vivre jusqu'à 100 ans en bonne santé. Et c'est grâce à une bonne alimentation, équilibrée, saine, durable, tout ce que vous voulez, chacun y mettra les étiquettes, mais surtout, et j'insiste, pouvoir manger. Oui. Parce qu'on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Si on a augmenté l'espérance de vie et la capacité aujourd'hui d'avoir une discussion qui porte éventuellement sur le local, éventuellement sur le durable, éventuellement sur la qualité et la diversité, c'est parce que sur l'aspect quantité et donc assiette bien remplie, le job a été fait. Si ce job il n'est pas là, on ne peut pas débattre des autres questions. Je dis toujours, le roi de France, il n'avait pas peur de mourir de faim. Par contre, il faisait tester sa nourriture avant de manger, par peur de mourir empoisonné. Donc c'est normal que quand on n'est pas en insécurité alimentaire, notre préoccupation se déplace sur le qualitatif. Mais pour avoir un débat durable sur le qualitatif et la diversité, il faut produire, le président Cormery l'a dit, et cet acte de production, il doit s'inscrire dans un contexte mondial où, pardonnez-moi l'expression, il ne faudrait pas dessiner une Europe herbivore dans un monde de carnivores. On va en parler dans quelques instants et les premières questions qui arrivent, Sébastien Labisse. Mais selon vous, on fait de l'agriculture pour quelques-uns aujourd'hui ou on arrive à faire une agriculture pour tous? Je crois que c'est le carrefour dans lequel on se situe aujourd'hui. Si nous laissons certaines idéologies, j'ose le mot, embarquer un modèle agricole et alimentaire européen où il y aurait tout en haut du panier quelques-uns qui pourraient manger très bien, qui pourraient faire du cocorico en permanence dans l'assiette, voire du local, et expliquer aux autres qu'ils sont ni patriotes, ni responsables, ni écologiquement solidaires. Je fais court. Et votre voisine va pouvoir réagir tout à l'heure sur cette question-là. Je fais court et un peu pour la provocation, mais je crois que le but demain, ce n'est pas d'empêcher l'existence d'une alimentation qui soit durable, saine, locale, etc. C'est de maintenir ces combinaisons.
Cette combinaison, c'est pas demain l'alimentation de qualité pour quelques-uns, c'est d'aller chercher une alimentation de qualité pour tous et de donner les moyens à celles et ceux qui sont plus démunis en termes de pouvoir d'achat. Parce que je dis toujours, il y a le vouloir d'achat, trottoir, sondage d'un côté, il y a le pouvoir d'achat de l'autre côté qui est très différent. Et donc cette alimentation de qualité pour tous, on l'a aussi construite ces dernières années et il ne faut pas enfermer le débat agricole et alimentaire dans des niches. C'est pour ça que je dis attention au discours sur l'ultra-souveraineté locale où on aurait demain non pas 27 politiques agricoles en Europe mais 250 parce que chaque région européenne ferait à nouveau sa politique agricole. Vous savez, les villages gaulois qui s'opposent, ça n'a jamais donné un vivre ensemble et des projets d'avenir très structurants. Donc attention à cette relocalisation éventuelle des états d'esprit qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas produire tout ce qui est possible partout. Mais par contre, il n'est pas possible, géographiquement, climatiquement, de produire de tout partout. C'est là où on a des complémentarités. Moi, je suis des Hauts-de-France. Il me semble que dans cette région... Je vous remercie d'être venu avec votre fan club. Il me semble que dans cette région, les habitants consomment de temps en temps des pommes de terre ou des frites, y compris en allant voir un match de rugby. Bon. Ça peut arriver. 85% de la production de pommes de terre européenne vient des Hauts-de-France. On ne va pas demain dire aux Marseillais ou aux habitants, les Palois, comme pour vous, vous êtes privés de ces produits. Et puis on ne va pas dire aux habitants du cœur de la France continentale, les produits de la mer, fini. On ne va pas dire aux producteurs de champagne, pardon, produit d'excellence de l'agriculture française, j'aurais pu parler du cognac, c'est plus local. Donc je crois qu'il faut être vigilant. Il y a des produits qui ne viennent pas d'à côté. Par contre, tous les produits qu'on peut consommer de proximité, avec un rapport direct avec les producteurs, en les payant au juste prix, j'insiste, évidemment, il faut pouvoir les privilégier parce que ça contribue à l'emploi, ça crée des chaînes de solidarité sociale, ça fait ruisseler l'économie dans l'environnement et dans les écosystèmes dans lesquels on évolue. Et évidemment, on revient à la question de l'éducation. Si nous avons habitué des consommateurs à pouvoir acheter des produits de toute la planète 12 mois par an à bas prix, il y a un énorme travail éducationnel à faire aujourd'hui. Et j'insiste, ça doit démarrer à l'école chez les plus petits. Et on en parlera tout à l'heure, vous le verrez dans la deuxième table ronde d'ailleurs, avec des exemples très concrets qui vont remonter à ce sujet. Cela dit, je prends quelques réactions avant de prendre la vôtre. Tout à l'heure, Madame la Présidente, et la réaction également de notre ami caricaturiste qui suit tout à fait vos propos. Qui va tout à fait dans le sens de vos propos. On me rappelle par SMS, et n'hésitez pas à continuer à utiliser cet outil pour converser également avec nous, que 80% des consommateurs français sont prêts, sur les dernières études et enquêtes, et se disent prêts à payer plus cher leur alimentation si elle est française. Oui, certes, mais lorsqu'on regarde la réalité des faits, on est dans l'intention. Là, et ensuite, on se confronte à ce qu'est le quotidien et ce qu'est notamment les capacités des uns et des autres à pouvoir finalement se payer véritablement à leur juste prix les produits de qualité dont vous parlez. La réalité, c'est qu'une majorité de Français aujourd'hui ne peut pas se payer réellement ces produits de qualité. Alors, ce discours que vous avez eu tout à l'heure, très juste, finalement, sur ce que représentait le juste prix dans le sens correct, dans le sens éthique quelque part du mot juste, est-ce qu'il est entendable à un moment où on le voit bien, les questions autour du pouvoir d'achat, vous le rappeliez tout à l'heure sur la baguette de pain, vont cristallisent déjà, et vont cristalliser tous les débats et vont sans doute être au cœur de beaucoup de réflexions parce qu'il y a des réalités du quotidien qu'on ne peut nier pour beaucoup de Français. Oui, alors là aussi, moi je pense qu'il faut un peu décaler le regard. L'émotion sur le prix de la baguette de pain, c'est une émotion très parisienne médiatique. La réalité des consommateurs, c'est que ce n'est pas un problème pour la plupart parce qu'ils prennent conscience de l'importance de ce produit et que 5 centimes, ce n'est pas grand-chose quand sur d'autres produits, on a eu, parce que le produit est plus moderne et plus durable, soi-disant, un doublement du prix une année sur 2. Donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas surestimer un bruit médiatique et parfois un peu centré sur Paris par rapport à ce qui émeut ou pas la population. Je vous dis cela parce que je crois que demain, il n'est pas question de refuser le schéma d'un système alimentaire où on propose au plus grand nombre d'accéder à une alimentation de qualité. Au-delà des questions de pouvoir d'achat, je prends l'exemple par exemple des fruits et légumes. Le 5 fruits et légumes par jour par personne, les 400 grammes par jour par personne, si vous êtes une famille de 4-5, ça représente un gros budget. Et quand vous parlez aux spécialistes de la filière fruits et légumes qui suivent les tendances de consommation,
beaucoup vous expliquent que c'est à la fois le produit le plus emblématique de la souveraineté alimentaire qui a été un peu perdu en certains territoires, que c'est le seul produit qui est massivement relocalisable, dans le sens où, quand on regarde tous les programmes alimentaires territoriaux des collectivités françaises, c'est essentiellement quand même fruits et légumes dont on parle, pour faire simple. Donc là aussi, il faudrait peut-être préciser les choses. Mais ces observateurs fruits et légumes vous disent, ce qui bloque l'accès à 5 fruits et légumes par jour dans une famille de 4-5, c'est bien sûr le coût que ça représente et le temps de préparation que ces produits représentent et l'importance d'un stockage approprié que ces produits représentent. Donc on voit bien que c'est multifactoriel, parfois le blocage d'accéder à certains produits et d'avoir certains régimes alimentaires. Il faut un pouvoir d'achat, il faut une sensibilité, une éducation, il faut une accessibilité, il faut du temps. Et je crois que c'est donc important de regarder tout ça dans cette multiple dimension. Mais là où, Eric, vous posez une question qui est difficile, je crois, c'est est-ce que demain, il en va de la responsabilité des pouvoirs publics de continuer à subventionner l'agriculture européenne en laissant penser à l'écrasante majorité des gens qu'on est en train de subventionner 1% de la population active de ce pays ou d'Europe, ou on a un tout autre narratif où on dit que ces subventions publiques protègent la sécurité au quotidien de 500 millions d'estomacs, ce n'est pas tout à fait le même narratif. Et en plus, que ces milliards déversés sur l'agriculture, c'est la construction d'une viabilité à moyen terme de la planète, parce que je suis convaincu que les protagonistes du développement durable, ce seront les agriculteurs d'aujourd'hui et de demain, qui seront les premiers leviers à trouver des solutions concrètes sur le climat et des changements de modèle. Le consommateur doit donc comprendre que tout ça a un coût, et si on n'est pas en capacité de payer plus cher l'ensemble de ces services, je crois qu'il en va de la responsabilité des pouvoirs publics, européens, nationaux, locaux, de construire un système. On voit qu'aujourd'hui, des mairies, des régions font le choix de compenser l'augmentation de la qualité alimentaire, par exemple dans les cantines scolaires, sans augmenter le prix moyen pour les familles. Mais en prenant sur les budgets des pouvoirs publics cette capacité de faire davantage de revenus pour les mondes agricoles, davantage de sourcing durables et locaux, et sans impact pour des familles qui n'ont pas les moyens d'accéder à ces systèmes alimentaires de qualité. Donc, encore une fois, je crois que ça a été dit tout à l'heure, tout est une question de choix et de volonté. Et c'est pour ça que l'agriculture est éminemment politique. Et ce choix, cette volonté, à quelle échelle ces choix, ces volontés deviennent pertinentes parce qu'on va parler dans quelques instants d'une véritable volonté locale avec votre voisine Marie-Hélène Cazobon qui, depuis des années maintenant, avec beaucoup de ses collègues agriculteurs, milite pour trouver des solutions locales et arrive à fédérer des produits sous signe de qualité. Vous allez m'en dire plus dans quelques instants, mais ce travail-là qui se fait dans les Landes, qui se fait dans d'autres départements d'ailleurs, qui se fait à des endroits tout à fait finalement ciblés, est-ce qu'il est, cela dit, utile véritablement lorsqu'on se rend compte que ces questions de souveraineté alimentaire, elles ne sont pas que nationales, elles ne sont pas que européennes, elles sont mondiales. Bref, comment est-ce qu'on fait pour marier le agir local et pour autant des équilibres mondiaux ? Eh bien, on continue comme on fait aujourd'hui en essayant de jouer encore plus collectif et en jouant encore plus de manière cohérente et complémentaire, comme j'aime à le rappeler. Toutes les actions locales contribuent à un vivre ensemble. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, dans notre réflexion un peu politique et sociétale avant des élections sur où va la nation française, comment se situe le vivre ensemble, pouvons-nous avoir des projets collectifs, les mondes agricoles, c'est quand même ceux qui nous donnent les meilleures leçons. Le goût de l'effort, le goût des autres, la résilience depuis 2 ans. Il n'y a pas eu de problème alimentaire dans ce pays parce que tout le monde a fait le job. Pas tout le monde, pardon. Quelques personnes dans ce pays engagés sur la chaîne alimentaire. Et je crois qu'en fait... Et d'ailleurs, parmi eux, les salariés, parce qu'on a beaucoup de réactions d'ailleurs sur ce qui a été dit tout à l'heure par le ministre, par SMS, j'y reviendrai tout à l'heure, mais parmi eux, les salariés également, qui... Tous ceux qui contribuent à cette chaîne de performance alimentaire. Et je crois qu'il n'y a pas à opposer des dynamiques locales et des organisations à l'échelle locale, départementale, régionale, avec des ambitions nationales et des projets européens. Encore une fois... On n'est pas dans un vaisseau spatial quand on est en Aquitaine ou à Biarritz. Et dans ce décor, parfois, on peut en douter. Mais enfin, on est tous embarqués dans la même trajectoire. Moi, je crois qu'en fait, le monde agricole
doit marteler beaucoup plus à quel point il contribue au vivre ensemble. Et ce vivre ensemble-là, ce qui est injuste, et je le dis parce que moi je ne suis pas du monde agricole, moi je suis complètement urbain, complètement tertiaire, et j'ai une passion pour les agriculteurs parce qu'ils font un métier tel que pour moi ils doivent avoir le prix Nobel de la paix, parce que c'est eux qui font la paix du monde. Ces acteurs-là n'ont pas eu la justesse du revenu, de la performance et des changements de pratiques qui sont à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Pardon Eric, je suis souvent en contact avec certains médias. Je vois bien, on a l'idée que l'agriculture française ou européenne, c'est l'agriculture des années 80. Ouais. On n'a pas regardé les sauts gigantesques effectués à tous les niveaux. Et c'est pour ça que je dis, on a une photographie parfois sociétale et des idées arrêtées sur les mondes agricoles qui ne correspondent pas à la réalité d'aujourd'hui. Parmi les réalités d'aujourd'hui, il y a la façon dont on arrive à se structurer, à se coordonner, à batailler ensemble, à communiquer ensemble, mais pas que d'ailleurs, à s'organiser en filière, lorsqu'on habite dans les Landes et lorsqu'on a la chance quelque part d'avoir tout autour de soi des filières qui font des produits sous label de qualité, parce que là on va véritablement parler de produits sous label de qualité. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que nous allons parler que de ce type de produits, parce que dans l'agriculture conventionnelle, il y a de formidables productions qu'il ne faut évidemment pas opposer, vous le disiez tout à l'heure, avec celle dont nous parlons aujourd'hui. Mais dans les Landes, comme ailleurs, mais dans les Landes aussi en particulier, il y a des produits sous label. Combien d'ailleurs de produits sous label de qualité vous avez dans les Landes, Madame la Présidente de la Chambre d'agriculture ? Alors, dans l'association dans laquelle je vais vous parler, nous avons 7 productions sous signe officiel de qualité. Mais il y en a beaucoup d'autres, voilà, AOP. Tout à fait. Aujourd'hui, alors le tout premier label rouge de l'histoire, c'est dans les Landes, c'est le poulet fermier label rouge des Landes, initié en 1965. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 400 cahiers des charges autour des labels rouges. Preuve année que c'est bien une distinction et une différenciation. Tout à fait. Et qui trouve un public. Je dis un public. Parce que, bien sûr, et vous l'avez bien souligné, nous devons nourrir tout le monde. Et s'il y a un fil rouge dans la production agricole nationale, c'est le fait que, quel que soit le mode de production, qu'il soit plus standardisé ou qu'il soit sous signe officiel de qualité, c'est bien la qualité sanitaire, alimentaire et la sécurité. Vous l'avez bien dit, oui, la PAC sert à lisser les prix, pour que les consommateurs puissent tous les jours s'alimenter avec des produits en fonction de leurs besoins, mais en tout cas, quels que soient les besoins que l'on a ou le pouvoir d'achat que l'on a, on est toujours en capacité d'acheter une production française. Je dis bien française, parce que c'est là notre cheval de bataille aussi, la reconnaissance de l'étiquetage de nos produits, avec la bannière française bien sûr, mais également dans les produits transformés, et aussi dans la restauration en foyer, parce que c'est là que se font de nombreux repas, et on n'a pas toujours, on est quelquefois surpris même d'être sur des grandes tables, quelquefois, des grandes enseignes, avec pas toujours des produits qui sont locaux. Mais effectivement, quand on parle local, de quoi on parle ? Bien sûr, on parle des producteurs qui sont en vente directe. Et alors, je vais mettre un peu ma casquette pendant juste un petit moment de présidente régionale des circuits courts produits fermiers. C'est vrai que vous avez également ce titre que j'ai oublié de mentionner. Et agritourisme, parce qu'il y a ce volet-là que nous défendons dans les chambres d'agriculture, parce que au début de notre mandature, il y a 3 ans, même si je ne suis présidente que depuis bientôt 1 an, au début de notre mandature, nous avons mis en place des domaines d'action stratégiques pour un peu cibler les actions que nous allions porter. Et dans ces domaines d'action stratégiques, il y a le développement de l'agritourisme, des circuits courts, des produits fermiers, au travers des marques que portent les chambres d'agriculture, Bienvenue à la ferme, les drives fermiers et les marchés de producteurs de pays. Dans notre région, c'est environ 1000 producteurs qui sont engagés sous ces bannières-là, qui sont au contact des producteurs, qui le reçoivent sur l'exploitation. Maintenant, quand on parle alimentation locale, on a aussi tous les agriculteurs, dont je fais partie, qui ont choisi de déléguer une partie de leur activité, c'est-à-dire la partie abattage, transformation et commercialisation. Pour autant, nous sommes bien des agriculteurs sur un territoire identifié
et qui commercialisons au travers de nos entreprises privées ou coopératives. Vous l'avez très bien résumé. Il y a quelques années, vous avez décidé, dans les Landes, de fonder donc Qualité Land. Expliquez-nous ce qu'était l'objet de l'association, depuis quand elle remonte. Regardez, je devrais avoir le prix Nobel de la paix. Oh, t'es allé picoler à Biarritz, toi. Ça sent le débrief au téléphone ce soir. Alors, 1965, premier label rouge. oui. Mais notre département est un peu séparé en deux et la majorité des exploitations se trouvent sur le sud du département avec des petites exploitations assez morcelées et sur lesquelles, effectivement, il fallait diversifier les activités. Partant du fait que nous avions réussi à obtenir ce label rouge qui était une différenciation et qui ramenait de la valeur ajoutée sur l'exploitation, ça permettait d'avoir un prix un peu plus rémunérateur que les produits standards ou de base. Nous avons décidé d'orienter, et la Chambre d'agriculture en a été à l'initiative avec le Conseil départemental des Landes. J'ai vu Madame de Gosse, vice-présidente du Conseil départemental. Ça fera 20 ans l'année prochaine, et j'espère qu'on va bien les fêter, que l'association Qualité Land était née. Et cette association, ce sont des entreprises qui adhèrent, et parce que ce sont les entreprises qui portent les signes officiels de qualité, les agriculteurs, eux, ont un cahier des charges à respecter dans leur production pour fournir ces entreprises-là. Donc, ces entreprises, alors il y avait le poulet fermier des Landes, bien sûr, j'en ai déjà parlé, mais alors dans l'ordre, si je vous fais le menu, vous allez avoir l'asperge des sables des Landes, IGP, bientôt label rouge, je l'espère. Nous avons le bœuf de Chalosse, le label rouge. Nous avons, alors qui n'est vendu qu'en boucherie spécialisée. Et il faut que vous ne me fassiez pas les parenthèses. Pardon. Allez-y. Allez. Le canard fermier des Landes, le foie gras, label rouge IGP. Nous avons également les vins de Tursan, les vins de Pays des Landes. Nous avons les flocs et Armagnac, j'en ai oublié. Le kiwi de la Dour. C'est le risque. Le kiwi de la Dour, voilà, quand j'ai voulu tout citer, mais il faut pas que j'en oublie, je vais me faire gronder sinon. Mais je pense que j'ai tout cité. Voilà. Donc, en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est qu'au fil des années, ces entreprises, ces professionnels qui se sont structurés, ils ont su faire, si je résume, deux grandes choses parmi tant d'autres, cela dit, s'adresser à la fois au grand public en imposant quelque part cette marque Qualité Land que l'on retrouve lorsque l'on va à quelques kilomètres d'ici sur les plages landaises, ça arrive à tout le monde, même aux gens bien, lorsque l'on va dans les marchés au cœur des territoires, lorsqu'on ramène dans sa région, dans son pays, des produits venant des Landes, mais pas que. Il y a eu une capacité également à se structurer pour parler justement à ces fameux professionnels que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, ça a été le fait quand même de réunir des entreprises qui étaient concurrentes dans chaque domaine, il faut bien le dire, pour travailler collectivement à une communication commune, à obtenir des marchés. Le but de Qualité Land, c'est quoi? C'est faire découvrir, faire goûter, faire vendre. C'est simple. Parce que tout est lié. Tout est lié. Dans le faire découvrir, alors on a une petite équipe certes de 5 personnes qui sont vraiment très moteurs et qui sont à l'avant-garde vraiment de tout ce qui est communication et en attente de ce que souhaite le consommateur. C'est vrai, et bien avant que les réseaux sociaux n'apparaissent, etc. Il faut bien le dire. Oui, mais aujourd'hui sur Facebook, Qualité Land, c'est 180 000 fans et pour un réseau social, pour une thématique telle que porte Qualité Land, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. LinkedIn aussi, parce qu'on s'adresse aux professionnels et on s'adresse au travers de courtes vidéos, de petits films, de photographies de grande qualité sur comment cuisiner un produit, où sont les produits, quels sont les produits identifiés, où sont les produits, comment les cuisiner, ça aussi c'est important. Et on n'a pas attendu, alors c'est là où je voulais venir, on n'a pas attendu quand même la loi Egalim ou le confinement et le Covid avec l'envie qu'ont eu à un moment donné tous les Français de se remettre à la cuisine et de redécouvrir, ah ben tiens, il y a des agriculteurs, ah mais c'est l'agriculture qui fournit, qui remplit mon frigo. Enfin, on a l'impression qu'on a redécouvert certaines choses et les bases de ce qu'était l'agriculture. Et en tout cas, pendant tout le confinement, cette association a posté sur Facebook sans arrêt et on a eu une explosion de vues qui ont été faites et de partages qui a fait qu'on s'est rendu compte à ce moment-là vraiment de l'intérêt qui était porté sur les productions, sur les produits et les productions, et nos productions landaises notamment, puisqu'en l'occurrence c'est ce que nous portons. Et voilà, on a vu ce développement-là. On a aussi, au travers de faire découvrir, c'est vraiment et faire goûter un partenariat avec l'école Ferrandi. Alors, il y a une antenne qui s'est ouverte il y a bientôt 10 ans à Bordeaux. On a été dans les premiers à les rencontrer, à les solliciter. Alors, on les avait rencontrés à Paris.
Et ensuite, on les a rencontrés à Bordeaux. Et maintenant, dans ce partenariat, des producteurs vont dans l'amphithéâtre à l'école Ferrandi de Bordeaux pour expliquer leur savoir-faire, leur pratique, ce qu'est le produit qu'ils ont sur leur exploitation. Et on a aussi des classes qui viennent sur le terrain, qui viennent découvrir à la fois l'exploitation agricole, le fonctionnement, la base de la production, les entreprises de transformation, parce que c'est important, un produit, l'agriculteur, il fait un produit brut. Derrière, il y a cet intermédiaire qui est l'entreprise de transformation. Et là aussi, c'est important de savoir comment ça fonctionne. Et c'est cette mise en relation avec les chefs de demain, voilà, qui pour nous est essentielle. Et porteuse est essentielle. Je reviens, cela dit, sur la structuration pour finalement répondre à aussi un enjeu, celui d'essayer d'avoir une offre un peu cohérente, encore une fois, complémentaire et capable toute l'année, ou en tout cas le plus régulièrement possible, de répondre à des cahiers des charges. Tout à fait. Et l'intérêt aussi de cette association, c'est que nous sommes dans la saisonnalité. Là aussi, on ne va pas faire de publicité de kiwi à une période où il n'y en a pas. Vous avez raison. On ne va pas faire une publicité de l'asperge à une période où il n'y en a pas. Là aussi, c'est de l'éducation. Mais on a l'impression quelquefois que le fait d'avoir des rayons en permanence pleins fait que l'agriculture doit fournir tous ces produits-là. Et c'est là où on se rend compte qu'on achète des produits qui ne sont pas français. Je l'entends bien. Et donc, il faut arriver quand même, cela dit, à être structuré, cohérent, parce qu'à côté de ça, on a envie toute l'année de consommer des produits près de chez soi de qualité. Alors, pas tous les mêmes, vous le disiez tout à l'heure, mais c'est là aussi où intervient l'association. Tout à fait. Parce que là aussi, nous mettons en relation, alors nous avons des réunions avec les commerciaux, nous faisons des catalogues avec les produits qui sont présents sur la saisonnalité pour faire des catalogues groupés dans les grandes surfaces et dans la GMS, parce que le consommateur, quel qu'il soit, à un moment donné, oui, il est allé se servir dans les drives fermiers, il est allé se servir chez les producteurs de proximité. On voit aujourd'hui on constate aujourd'hui quand même un effondrement justement par rapport à ce qui s'est passé pendant le confinement et qu'ils reviennent dans la grande surface. À nous d'être présents, de leur proposer nos produits et à un moment donné, au travers de ces catalogues communs que nous avons avec toutes les entreprises adhérentes de Bienvenue à la ferme, nous sommes en capacité de proposer un vaste panel de produits sous signe officiel de qualité. On me pose une question concernant Qualité Land et ensuite on va avancer dans la discussion. Mais Qualité Land est financée comment? C'est vrai qu'on est allé peut-être un petit peu vite. Comment vit l'association pour mettre en place toutes ces actions? Alors, elle vit grâce à l'apport du Conseil départemental des Landes, qui fournit 70% du budget de Qualité Land, la Chambre d'agriculture qui contribue également, et les filières adhérentes, les entreprises adhérentes, voilà, qui permettent de pouvoir fonctionner et d'avoir un vrai collectif au service de toutes les entreprises adhérentes et des productions sous signe officiel de qualité. Sébastien Bis, vous trouvez qu'en ce moment, on laisse trop de place au circuit court? Je dis ça parce qu'on a deux questions qui sont arrivées, notamment une. Attention au circuit court, évidemment, c'est très bien, mais tous les producteurs n'ont pas les consommateurs en proximité. Et à force de parler très positivement des circuits courts, et beaucoup saluent l'initiative d'ailleurs de Qualité Land, ne risque-t-on pas de laisser de côté tout un tas d'acteurs? Oui, c'est toujours le fameux jeu de mots que les circuits courts peuvent court-circuiter d'autres producteurs. Je crois qu'encore une fois, il ne faut pas tomber dans des oppositions stériles et des débats, mais qui, là, pour le coup, sont très techniques agricoles. Les consommateurs ne savent pas ce qu'est un circuit court. Vous avez cette impression ? Marie-Hélène, les consommateurs ne savent pas ce qu'est un circuit court? C'est pour ça que je dis proximité, parce que circuit court, ça veut pour moi non plus. Effectivement, la proximité, c'est ce que je peux trouver soit en vente directe ou au travers de ces entreprises dans la grande surface. Ce sont aussi des agriculteurs. Moi, c'est ce message-là souvent que je répète. Dans les grandes surfaces, ce sont également des produits agricoles et de producteurs derrière les produits. Je ferme la parenthèse, je vous ai coupé. Allez-y, Sébastien, vous voulez continuer? Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que dans ce consommateur très pluriel qui est à la fois citoyen éclairé, mais en même temps client rigoureux, il y a des aspirations très différentes. Et les façons dont on appréhende le sujet circuit court
c'est pas du tout harmonisé. Et on voit bien que même les collectivités territoriales, les pouvoirs publics, les entreprises n'ont pas la même définition des circuits courts. On suggère de parler de préférence de valorisation locale à l'instant par message. Oui, mais alors encore une fois, il y a des productions à forte typicité. Prenez l'exemple du cognac. Oui. Le cognac, son circuit court, il est le marché chinois. Je fais court. C'est ce que je veux dire. Fais de l'Armagnac ici. Fais de l'Armagnac. Non mais on peut prendre. Mais prenez le cognac. Vous avez raison. On peut prendre plein d'exemples de produits où la géographie commerciale entre les producteurs et les consommateurs est fonction du produit, parfois fonction des saisons et parfois fonction des pouvoirs d'achat, qui est encore une autre problématique. C'est une autre problématique d'ailleurs. Donc, je crois qu'il ne faut pas cataloguer à outrance les choses et surtout, il ne faut pas vouloir demain faire une apologie unique d'une agriculture de proximité qui aurait toutes les vertus versus une agriculture de grand large parce qu'elle traverse l'Hexagone, traverse l'Europe, ou pire, que diable, elle pourrait traverser des frontières internationales. C'est vrai qu'on pourrait abandonner un certain nombre de solidarités alimentaires, mais ça, je vais peut-être un peu trop loin sur la géographie, encore que je rappelle qu'il y a quand même certains produits en France qu'on est bien content de consommer et qui ne viennent pas d'ici, et qu'il ne faut pas forcément interdire, parce que si on commence à rentrer dans des interdits alimentaires, généralement, on rentre dans des radicalités politiques ou religieuses. Donc, il faut faire attention à ne pas rentrer dans des interdictions de consommation parce qu'on va enfermer tout le monde dans du repli territorial et social qui me semble complètement contradictoire avec l'ADN et les valeurs du monde agricole, qui, n'étant pas au milieu des autres, étant au milieu de la campagne et donc à peu près de nulle part, parce que c'est comme ça la réalité perçue par la société, que pardon, tout le monde veut un produit de proximité, oui, mais personne ne veut vivre à proximité d'un agriculteur. C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe, et vous avez raison de le souligner, donc, tout à fait. Il faut pas se tromper là-dessus, et pour moi, cette problématique, elle est la même que sur le sujet industriel, parce que les circuits courts et les produits récoltés parcelles, je fais court, directement dans l'assiette, il n'y en a pas non plus des masses. Il y a de la transformation. Il faut revaloriser la transformation. Mais ça veut dire que la transformation dans ces étapes un peu agro-industrielles, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, et je le dis parce que je sais que c'est un sujet à l'ordre du jour de vos travaux tout à l'heure et demain, il y a un défi de renouvellement d'agriculteurs, mais il ne faut pas le mettre à part d'un défi de renouvellement de compétences tout au long de la chaîne. On manque de personnes dans l'agro-industrie aujourd'hui en France. Et donc, je dis, soyons vigilants parce qu'on parle de souveraineté alimentaire, on parle de réindustrialiser la France. La première industrie française, c'est l'industrie agro-industrielle et agroalimentaire. Dans cette industrie qui marche, aujourd'hui, il n'y a personne ou de moins en moins de personnes qui veulent travailler. Donc, soyons vigilants à ne pas vouloir réindustrialiser le pays sans se demander s'il y aura des gens qui auront envie d'y travailler. Et puis encore une fois, pour moi, l'industrie, c'est comme l'agriculteur. Tout le monde veut qu'on réindustrialise le pays. Il n'y a aucun citoyen urbain en France qui veut voir une industrie à côté de chez lui. Donc on est sur les mêmes problématiques. Tout à fait. Dans les questions que nous avons effleurées peut-être trop rapidement tout à l'heure et qui reviennent là très souvent, il y a vraiment la question autour de la capacité ou pas à accéder à des produits locaux de qualité. Quelle initiative pour permettre aux consommateurs avec un budget contraint, ça revient encore une fois, d'accéder aux produits locaux. Votre débat semble ignorer cette dimension. Qui peut apporter, selon vous, un élément de réflexion? Et on appellera tout à l'heure les rapporteurs du groupe de travail parce qu'ils ont également planché sur ce sujet. Le produit local est de qualité, mais c'est aussi celui, je vous dis, quand on parle d'une agriculture plus standard, ce sont aussi des produits de qualité par rapport à ce qui se fait dans les pays européens. Et c'est pour ça que je parle de l'importance de, quand on n'a pas la capacité financière, et tout le monde ne l'a pas, d'accéder à des produits sous signe officiel de qualité, des labels rouges et des IGP, mais le produit standard français répond à des normes bien précises et de qualité alimentaire et nutritive qui ne sont pas les mêmes dès qu'on franchit nos frontières. Là aussi, soyons vigilants sur les étiquettes des produits, sur la provenance.
C'est l'enjeu de l'agriculture française. Mais vraiment, notre ministre le répète souvent, aujourd'hui, nous avons besoin nous produisons dans notre pays quasiment tout ce qui peut, tout ce que l'on peut trouver en termes de diversité. Que ce soit des légumes, que ce soit des fruits, que ce soit de la viande, que ce soit du poisson. On peut trouver de tout en produits français, et c'est ça qu'il faut regarder. L'étiquette « mangeons français ». Ici, bien sûr qu'on va dire « mangeons plus local » et « mangeons les produits du Sud-Ouest », parce qu'on a une richesse de production sur nos territoires. Vraiment, c'est aussi l'art de vivre que l'on a, c'est aussi le bien vivre ensemble, le partage. C'est ça aussi qui fait notre richesse. Mais mangeons français avant tout. Et cela dit, à l'exemple que vous venez de donner, message, mais qui était déjà arrivé tout à l'heure, pourquoi à ce moment-là 50% de nos légumes sont importés? Il n'y a pas tout à fait la même proportion dans le nouveau SMS qui vient d'arriver. Idem pour nos poulets. Si on suit votre raisonnement à tous les deux, finalement, pourquoi aujourd'hui avons-nous autant? Non, mais je pense que sur la question, alors légumes, c'est 40% de ce qui est consommé en France qui est importé. Oui, c'est le deuxième SMS qui vient d'arriver. Fruits, c'est 60%. Donc en gros, si vous voulez, la moitié des fruits et légumes. D'abord, il y en a qui ne pousseront jamais en France. Première chose. Deuxième chose, il y a plein de producteurs qui, depuis 15-20 ans, dans les vergers notamment, ont des murs réglementaires, des murs scientifiques, et sont confrontés aujourd'hui au fait que, ils ne peuvent pas produire autant qu'avant ou aussi facilement qu'avant, que le coût de la pomme, prenons la pomme française, elle coûte 4 fois plus cher que la pomme polonaise. On n'a pas assez considéré que depuis 20 ans, la concurrence pour l'agriculture française, ce n'était pas l'agriculture brésilienne, américaine ou du reste du monde, ça a été une concurrence intra-européenne. Pourquoi? Parce qu'en France, on a visé un marché de très haut de gamme. On a channelisé l'agriculture française, ou on veut la channéliser, comme si tout le monde s'habille en Chanel tous les jours. Il faut garder une production qui puisse être accessible, mais pour que les producteurs puissent aussi tous avoir un système qui tient la route. Parce que, et là je vais mettre sur la table un sujet qui fâche en ce moment et qui devient extrêmement politique. Je rappelle que tous les produits, ou presque, de terroir sous appellation passent la très mauvaise note au Nutri-Score. Et on va se la garder pour la prochaine table ronde avec les médecins qui vont nous rejoindre, mais vous avez raison de le dire parce que il y a un vrai sujet. Factuellement, en effet, c'est ce qu'on conseille. Il y a un vrai sujet. D'abord, je trouve que le Nutri-Score a certaines vertus, mais il y a un Planet Score qui sort, il y a trop d'infos. Il y a une épidémie de normes, de labels, on s'y perd. Bon. Et je reste profondément convaincu, y compris juste en prenant cette salle, que quand on passe à table, on espère d'abord que ce soit bon. Ensuite, on veut des expériences. Oui. Ça, il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire que le consommateur, on l'a dit, il s'exprime. Il y a 7 milliards de personnes aujourd'hui dans le monde qui, grâce à l'alimentation, peuvent s'exprimer beaucoup plus librement que dans un vote politique. C'est vrai. L'alimentation, c'est un acte d'expression. Il y a des exigences, on l'a dit, de plus en plus fortes, mais il y a une volonté de vivre des expériences. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il n'y a pas un consommateur monochrome tout au long de l'année qui mange la même chose. On constate qu'il y a des gens qui veulent du local le midi, mais qui mangent global le soir, qui mangent bio le vendredi et junk food le samedi devant un match de foot ou de rugby, ça dépend où on se situe en France, et qui vont parfois payer très cher un repas ou certains produits et se serrer la ceinture sur d'autres, parce que globalement, il faut équilibrer quand même le porte-monnaie. Mais c'est ça qu'on observe aujourd'hui. Et attention à une chose, beaucoup de consommateurs qui payent très cher leur nourriture aujourd'hui sont plutôt dans des pratiques de déconsommation en volume. Absolument, et avec derrière ce prix, le service et autres qu'il y a. Sur la question que nous venons d'évoquer tout à l'heure, d'autres sont arrivés. Je vous propose de les mettre de côté quelques instants et d'accueillir les deux représentants du groupe de travail que je citais tout à l'heure qui vont nous parler également d'actions très concrètes, de propositions d'action, et on traite l'ensemble de ces questions parce que je dois bien le dire, il y a un nombre très important de SMS, de messages et autres qui arrivent au fur et à mesure de ces discussions, et nous ne sommes qu'au début de ces journées nationales. On parlera du bio tout à l'heure, on parlera du Nutri-Score, on parlera également de beaucoup d'autres sujets, mais pour
pour l'heure, vous applaudissez Christophe Vaille, directeur adjoint de la MSA Alpes-Vaucluse, et Sylviane Pralu, présidente MSA Côte-Normande, qui nous rejoignent, s'il vous plaît, que vous applaudissez. Prenez place tous les deux ici même. Merci d'être là. Parce que nous allons commencer avec vous, finalement, la partie action. Alors, action déjà menée, action à mener, propositions d'action qui ont émergé du groupe de travail que vous représentez. Merci en tout cas à tous les deux d'être là. Et nous allons étayer non seulement, finalement, ce que le groupe de travail a fait ressortir au travers de votre témoignage, et en particulier concernant les projets alimentaires territoriaux, avec d'autres types d'actions qui se situent sur le territoire et donc que nous allons évoquer tout à l'heure, par exemple en vidéo, mais pas que. Il faut dire que la MSA est extrêmement active d'ailleurs lorsqu'il s'agit de traiter de ces sujets, et même active lorsqu'il s'agit de s'emparer, je dis bien s'emparer, de se positionner autour des projets alimentaires territoriaux dont vous êtes venus nous parler. Alors, je ne vais pas moi vous poser une question par SMS de savoir quelle est la définition réelle d'un PAT, d'un PAT. Vous savez, ces projets alimentaires territoriaux, un acronyme de plus. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup dans l'agriculture, donc un acronyme de plus qui a fait son apparition, qui ne touche pas d'ailleurs que le monde agricole. C'était instauré par la loi pour l'avenir de l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 déjà. C'est là que ces PAT ont été instaurés avec pour objectif de relocaliser la production, sensibiliser le public sur la qualité des produits, faciliter l'accès à une alimentation saine, créer du lien entre les différents acteurs, entre les producteurs, entre les consommateurs. Pour ces PAT, parce qu'il vaut mieux les appeler ainsi, il s'agit de partager entre plusieurs partenaires, collectivités, agriculteurs, acteurs de l'économie sociale et solidaire, entreprises, coopératives, d'abord un diagnostic, puis une vision et enfin un plan d'action en rassemblant les moyens financiers existants chez chacun de ces acteurs. 200 PAT sont en cours, 80 millions ont été injectés via le plan France Relance pour soutenir les projets existants et les nouveaux. J'aimerais, pour démarrer cette discussion, vous poser une question, mais absolument toute simple, Sylviane Pralu. Pourquoi ça vous semble important, intéressant de se positionner et d'être acteur de ces projets alimentaires territoriaux lorsque l'on est MSA? Plusieurs choses. Vous avez tout dit sur les plans alimentaires territoriaux. Oui, là j'ai fait la définition. Pouvoir compléter, mais en tout cas, je vais traduire de manière... mais vous avez parlé du terrain, parce que là, la définition, c'est une chose. Voilà. La vision de terrain par rapport aux plans alimentaires territoriaux. Donc, effectivement, pour préparer ces journées nationales, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Et ce qui transparaissait des rencontres que nous avons eues, c'est le positionnement de la MSA, dans les actions que nous menons. Je crois que nous partageons tous l'avis que nous menons énormément d'actions sur les territoires ruraux, notamment des actions avec pour terme l'alimentation, la prévention, la santé, donc beaucoup d'actions. Et le hic de toutes les actions que nous menons, c'est malheureusement que nous avons beaucoup de mal à les faire connaître, ces actions. Nous communiquons, alors parfois nous ne communiquons pas assez. En tout cas, lorsque nous communiquons, nous avons... beaucoup de mal à attirer l'attention, et c'est dommage, de nos partenaires, de nos élus sur ce que nous faisons. Donc ça, c'est vraiment un constat partagé. Donc dans tout ça, c'est vrai que les plans alimentaires territoriaux, en tout cas, pour nous, apparaissent comme une réelle opportunité pour mettre en valeur, pour faire connaître toutes les actions que la MSA mène sur les territoires. La légitimité d'action, elle se situe, lorsqu'on est une MSA, sur ces sujets en tant qu'OPA ou en tant que régime de sécurité sociale, ou les deux en général? Qui veut répondre? Je crois que c'est les deux. Nous nous revendiquons, en tout cas en tant qu'élu MSA, à la fois d'être un régime de protection sociale, de défendre un régime de protection sociale et de représenter plus largement le monde agricole. Donc je dirais aux deux niveaux. En tout cas, les deux niveaux, ça veut dire pour nous, être présent dans ces plans alimentaires territoriaux, ça veut dire, on a parlé de stratégie d'influence, je crois que le président Cormery a parlé de l'importance de s'inscrire dans une action de stratégie d'influence auprès de nos partenaires, auprès des élus. Et là encore, les plans alimentaires territoriaux, c'est une opportunité pour appuyer, pour valoriser, pour vraiment être actif dans cette stratégie d'influence. Le constat aussi qui est fait, c'est que depuis 2015 et puis l'année dernière, on a eu beaucoup de mouvements dans les collectivités territoriales. 2015, il y a la loi NOTRe.
Ça fait déjà quelques années. L'année passée, nous avons connu les élections municipales avec beaucoup de créations de communes nouvelles. Nous avons eu les élections départementales. Nous avons eu un redécoupage des territoires avec des intercommunalités qui, pour certaines, sont restées indépendantes, pour d'autres, adhèrent à des communautés d'agglomération. Donc vraiment, il y a beaucoup de cartes qui ont été rebattues au niveau des élus. Donc des élus, j'ai bien aimé le propos de Sébastien Abyss. Certainement, il y a beaucoup d'élus qui sont NIMA, c'est-à-dire non issus du monde agricole, et pour lequel s'il y avait quelque chose à retenir, il faut qu'on aille absolument vers ces élus non issus du monde agricole, parce qu'on se rend compte sur le terrain que certains ont une idée toute approximative de ce qui se passe sur les territoires ruraux, et ce que fait la MSA sur les territoires ruraux, c'est pas forcément quelque chose qui est très connu par tous ces nouveaux élus NIMA, si je peux résumer ainsi. Et puis, il faut préciser que avec tous ces projets alimentaires territoriaux, comment dire, la connaissance, enfin l'implication plutôt, la connaissance d'abord, mais l'implication des élus n'est pas tout à fait la même qu'on se situe à tel ou tel autre endroit de la carte et parfois même dans un territoire voisin. Ça veut dire qu'il y a de très nombreux acteurs qu'il faut identifier, qu'il y a des chargés de mission qui peuvent bouger, hein, et également au fil du temps, que le monde associatif, lui aussi parfois en pleine mouvance. Vous avez parlé d'institutionnel, mais associatif n'est pas en reste dans ces projets. Ça veut dire que la stratégie d'influence que vous citez tout à l'heure, pour qu'elle soit efficace, encore faut-il un tout petit peu la structurer. Encore faut-il un petit peu l'organiser. Tout à fait. Alors, c'est vrai que nous ne partons pas d'une feuille blanche, hein, tous sur nos territoires. Nous avons déjà beaucoup travaillé. Nous avons sur certains territoires des contrats locaux de santé. Nous avons signé des chartes alors avec différentes thématiques, les familles, les aînés. Et donc, nous avons mené déjà un certain nombre d'actions de par ces partenariats que nous avons. Et pour un certain nombre d'actions, donc on reviendra dessus, hein, des actions en relation avec l'alimentation, il y a tout à fait la place pour que nous intégrions les plans alimentaires territoriaux à partir de ce que nous avons déjà fait sur les territoires. Alors effectivement, il y a des territoires où nous ne sommes pas du tout impliqués, et les plans alimentaires territoriaux, c'est l'occasion pour nos délégués, pour nos animateurs qui sont sur les territoires, d'aller, effectivement, vous évoquiez les chargés de mission des plans alimentaires territoriaux. Concrètement, il y a des référents sur chaque territoire et il faut absolument, je disais, que nous investissions, en tout cas tous les groupes de travail qui sont mis en place sur les territoires. Donc que nos délégués puissent investir ces groupes de travail accompagnés par les animateurs. Et effectivement, lorsqu'il n'y a pas eu d'action de mise en place, peut-être à nous, en tout cas c'était l'idée du groupe de travail, de bâtir un référentiel, de leur donner des outils pour proposer des actions concrètes. Christophe Weill, prenez le micro. Comment est-ce qu'on fait pour bâtir un référentiel? Comment est-ce qu'on fait finalement pour bâtir une sorte de boîte à outils, hein, si j'ai bien compris, pour qu'il y ait plus d'efficacité lorsqu'il s'agit de faire cette mise en contact et pourquoi pas de susciter l'envie de non seulement s'impliquer, mais vraiment de devenir un acteur extrêmement en première ligne de ces projets. Oui, effectivement, sur les PAT, vous l'avez évoqué, il y a une dimension économique, une dimension environnementale et une dimension sociale. Ouais. Le but de l'opération, c'est de faire en sorte que l'AMSA puisse être identifié comme un acteur dans cette dimension sociale et jouer à plein le guichet unique, comme l'a rappelé Madame Pralu, à savoir qu'on est à la fois un organisme professionnel agricole et aussi un organisme d'assurance maladie chargé de toute la politique éducation santé. Donc dans ce cadre-là, le groupe de travail a travaillé sur effectivement un référentiel d'action nationale à proposer au réseau des MSA et qui tournerait autour de 3 dimensions. Il y aurait une dimension d'abord éducation santé, une autre sur l'éducation des consommateurs et une troisième qui tournerait autour de la réduction des inégalités d'accès à une alimentation saine, durable et de qualité, comme le disait tout à l'heure Monsieur Abyss. Donc chacun des thèmes, effectivement, fait l'objet de propositions. Alors justement, ces propositions, vous allez quelque part les recenser, vous allez en faire quoi? Alors, déjà, vous allez structurer, voilà. On a commencé à recenser tout ce qui existait au sein du réseau. Alors, on n'a pas fait un recensement exhaustif, ça a été juste des prises de parole de l'ensemble des acteurs et des participants au groupe de travail. Et on peut voir qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Alors, si on prend l'éducation santé, on a tout le volet de l'action par rapport à la nutrition. On voit qu'il y a déjà des choses qui existent dès le plus jeune âge, que des MSA ont mis en place. On a récemment donc, le NutriActive, qui est un nouveau
un nouvel atelier qui permet justement d'allier à la fois l'éducation santé à l'alimentation, mais aussi l'éducation physique et sportive, ce qui permet effectivement d'avoir une bonne hygiène de vie et une bonne hygiène alimentaire. Donc ça, c'est un volet. On peut avoir aussi d'autres volets qui existent. On a évoqué les campagnes fruits et légumes à l'école. Les anciens fruits à la récré qui existent, les programmes européens qu'un certain nombre de MSA ont développés et qui permettent à la fois d'allier la distribution de produits et aussi une action pédagogique de façon à ce que les enseignants, puisqu'il s'agit essentiellement d'avoir un partenariat avec les établissements scolaires, que les enseignants puissent avoir une action pédagogique et suivie. Et on se rend compte aussi que dès le plus jeune âge, la connaissance de l'agriculture et des fruits, légumes et autres produits du terroir est difficile. Certains pensent qu'effectivement c'est directement les produits transformés et pas les produits bruts. Donc il y a là aussi... On en parlera dans la table ronde numéro 2. Voilà, donc je ne vais pas effectivement dévoiler tout ce qui va se dire sur la table 2. D'ailleurs, sur la table 2, il y aura aussi table ronde 2, l'éducation thérapeutique du patient, avec aussi des aspects qui concernent l'alimentation pour le couplage avec la santé. Et puis Mme Pralu l'a évoqué, les dispositifs institutionnels qu'on peut mobiliser. Donc il y a un certain nombre d'actions qui existent déjà et qu'il faut faire savoir et faire reconnaître à l'intérieur des PAT par rapport à l'éducation santé. Il y a également toute la partie liée à l'éducation des consommateurs, vous le disiez tout à l'heure. Donc le but, c'est quoi? C'est de tous nous transformer, je dis nous, je m'inclus largement dedans, en conso-acteurs et pas simplement en consommateurs quelque part passifs ou suiveurs en tout cas. Oui, ça peut être une idée, effectivement, en synthèse, de devenir des acteurs de sa propre consommation, d'une consommation responsable, une consommation équilibrée par rapport à tout ce qu'on a dit sur la connaissance. C'est vrai qu'on s'aperçoit, et M. Habis l'a évoqué, on s'aperçoit que beaucoup de Français ne connaissent pas l'agriculture à côté de chez eux, que ce soit dans le milieu urbain, mais aussi dès les plus jeunes générations. Donc il y a un travail d'éducation, un travail pédagogique à réaliser pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure connaissance, une meilleure reconnaissance et en même temps un meilleur lien entre les producteurs et les consommateurs. Donc là aussi, la MSA peut avoir des actions à valoriser et à faire savoir. Alors c'est vrai qu'on participe à un certain nombre d'ateliers, on peut mener à bien avec le réseau des élus et puis avec tous les professionnels sur l'éducation santé ou l'action sanitaire et sociale ou l'animation des territoires, tout ce qui concerne donc des ateliers de meilleure connaissance, consommer malin. Par exemple, qui peut être aussi la façon de montrer qu'on peut acheter des produits de saison, locaux, et de pouvoir les cuisiner et ainsi pouvoir avoir une meilleure alimentation qui permette d'avoir une meilleure hygiène de vie. On peut citer aussi des ateliers avec des jeux. Là, d'ailleurs, dans les pochettes qui ont été remises, il y a un modèle de jeu, j'en fais pas la publicité, mais quand même je l'évoque, que j'ai vu tout à l'heure, nutrition. Et donc, dans ce cadre-là, dès le plus jeune âge, on peut avoir un aspect ludique et pédagogique qui permet aussi d'éveiller la curiosité des jeunes et montrer ce qui existe en termes de produits du terroir. On parle le temps d'énumérer toutes les actions, mais j'aimerais qu'on passe aux actions de réduction des inégalités sociales, parce que ce volet est très important, vous le citiez tout à l'heure, et de quelle façon aujourd'hui il peut se mettre en place. Les paniers solidaires ont été suggérés tout à l'heure lorsque nous évoquions d'ores et déjà ce sujet, et je crois que vous connaissez bien cette action. Oui, alors les paniers solidaires, c'est une initiative qui s'est développée dans les Hauts-de-France d'abord et puis qui essaime au niveau national maintenant. C'est vrai que c'est un partenariat entre les CAF et les MSA au niveau local et le but, c'est de répondre à la préoccupation de la montée des personnes qui ont des difficultés à bien se nourrir. La précarité alimentaire, c'est quand même 8 millions de Français qui sont concernés et il y a aussi de plus en plus de personnes, y compris en milieu rural, qui se trouvent confrontés à ces difficultés. Donc les paniers solidaires, ça vise d'abord à proposer des colis, des paniers de saison avec des agriculteurs en proximité et en même temps de développer des actions qui peuvent permettre justement de favoriser la meilleure connaissance des produits, mais aussi de la façon de les cuisiner, d'amener à une meilleure découverte, à une meilleure qualité gustative et dans ce cadre-là d'avoir des actions avec les partenaires. Le but de l'opération pour la MSA, c'est d'être un facilitateur, c'est-à-dire de considérer que
nous avons, à travers notre rôle d'organisme professionnel agricole, avec les chambres d'agriculture, la capacité de pouvoir détecter d'être plus près, des structures qui peuvent fournir et distribuer des produits, assurer cette logistique, et en même temps, après, d'avoir aussi des consommateurs qui puissent répondre présent, et pour lesquels, en fait, l'accès puisque c'est aussi dans la loi Egalim, l'accès pour tous à une alimentation saine, équilibrée, ça fait partie des engagements des pouvoirs publics. L'objectif, c'est justement de concrétiser cet engagement. Ça veut dire qu'au travers de ce référentiel, vous allez pouvoir avoir une liste, une identification en tout cas d'actions, d'idées, que les chargés de mission, qui coordonnent les PAT, j'y reviens, que les élus, qui parfois en sont les moteurs, que les différents acteurs pourraient découvrir parfois, et dont vos propres membres du réseau territoriaux pourraient se faire l'écho. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Tout à fait. Je pense qu'il est bon de rappeler que nous avons, je crois, 13 700 délégués sur les territoires. Rien. 13 700 délégués sur les territoires, et je crois que voilà, on peut mailler le territoire sur ces sujets assez facilement, et je pense que voilà, ça peut marcher. Il faut partir de la base, et la stratégie d'influence, c'est pas forcément une stratégie dans les hautes sphères, c'est une stratégie à la base, et je pense beaucoup aux petits pas vers lesquels il faut avancer doucement. Et en tout cas, tout ce qui relève de l'éducation, c'est parier pour l'avenir. Absolument. Alors, il y a la façon dont vous pouvez contribuer au développement de ces projets alimentaires territoriaux en MSA, puis il y a la façon dont vous pouvez valoriser également toutes les actions, vous l'avez dit tout à l'heure, de soutien de la MSA auprès d'associations locales, parce que des initiatives, parfois originales d'ailleurs, parfois expérimentales, puis qui se structurent au fil du temps, au fil des saisons d'ailleurs, voient le jour un peu partout sur le territoire. J'aimerais citer simplement un des 35 lauréats de l'appel à projet MSA 2021, Inclusion et Ruralité. Il s'agit du comptoir fraternel, avec le soutien de la création d'un atelier chantier d'insertion en production maraîchère bio. Ce projet, ancré d'ailleurs dans le PAT régional de Nouvelle-Aquitaine, a l'ambition de faire évoluer les pratiques alimentaires des populations locales vers du bio en circuit court, notamment via les lieux de restauration collective. Je pense aux cantines, mais je pense également aux EHPAD, qui sont des lieux de restauration collective dont on oublie trop souvent l'importance et le maillage territorial. En tout cas, ces comptoirs fraternels, ça fait partie de ces appels à projets dont on peut citer l'existence, notamment parce qu'ils sont ici en Nouvelle-Aquitaine, mais pas que. Et puis, il y a un autre exemple dont nous pourrions parler, mais nous allons le faire en images, si vous voulez bien. Il s'agit cette fois-ci d'Échanges Paysans, une plateforme de distribution en circuit court toujours, pour la restauration collective toujours, qui reçoit des subventions annuelles de la MSA et notamment pour la conduite d'actions sanitaires et sociale, parce que c'est bien au travers de cet objet et de cette importance-là d'ailleurs que ces différents échanges paysans ont été fléchés. Qu'est-ce que échanges paysans? Réponse en image. Échanges Paysans est une plateforme de circuits courts agricoles qui rassemble la grande diversité des productions du département des Hautes-Alpes, donc aussi bien des fruits, des légumes, des produits laitiers qui sont importants dans notre enjeu, et également la viande. C'est avant tout une affaire humaine de rencontre entre personnes qui ont le même objectif et qui veulent travailler sur le développement du territoire. Et pour partir plus précisément de l'idée générale, c'était au départ la filière laitière, sur lesquelles nous sommes une zone de montagne avec des contraintes de montagne, et une commercialisation du lait qui était, comme n'importe quelle zone de plaine, pas vraiment de valorisation locale. Le process il est d'abord très humain. Quand on a eu cette envie, on avait déjà évidemment quelques agriculteurs autour de nous, mais on s'est rapproché d'autres producteurs pour avoir l'idée de quel catalogue on pourrait constituer ensemble. Une bonne partie des produits sont livrés par les producteurs sur notre site ici sur l'entrepôt à Gap. Le fait que les produits arrivent sur la plateforme, c'est important pour nous, même s'il y a un complément qui est collecté par nous auprès de certains producteurs qui ne viennent pas sur Gap. Là, on a reçu la livraison de la fromagerie de Durance basée à Guillestre. Tous nos fromages sont arrivés pour la fin de semaine. Nous, Échanges Paysans, on est une structure au service des producteurs. C'est le producteur qui définit son prix et nous, on le propose. On n'a strictement aucune négociation avec le producteur en matière de prix. Oui, allô, c'est Pauline à Échanges Paysans. Je voulais voir avec toi s'il y avait des produits à rajouter. Il propose ses produits, on les met au catalogue et nous, on essaie d'assurer la distribution.
Donc là, je suis en train de charger une grosse commande d'un client qu'on va aller livrer, la mairie de Chorges. Il y a à peu près 500 kg de marchandises à charger. Proposer des produits sains au lycée, aux maisons de retraite, à toutes les collectivités, c'est important pour nous, dans le sens où on fait partie d'un territoire, on est dans un réseau et on a envie d'y participer. En capacité à répondre à un marché public, ça, les agriculteurs individuels n'ont pas toujours le temps, pas toujours la compétence pour le faire. Le fait de travailler avec Échange Paysan, c'est un gros plus pour nous parce que déjà, ils se chargent d'une partie de la commercialisation vers les collectivités. Donc nous, c'est un travail qu'on ne sait pas faire, donc c'est clairement des compétences qu'ils ont en plus. C'est très bien parce que justement, ça valorise les produits locaux dans le département. Tout ce qui était cantine ou restaurant a tendance à se servir sur des grosses centrales qui n'avaient rien à voir avec des légumes du coin. Et maintenant, tout le monde y a accès. Bon, le boulot que nous, on n'aurait pas eu le temps de faire, du démarchage, de livraison à grande échelle sur le département. Quand on regarde côté client, certains voudraient travailler avec des producteurs locaux. Sauf que la problématique, c'est si je veux travailler avec des producteurs locaux, j'ai un producteur par produit. Il faut que je contacte tous les producteurs. Je vais avoir des livraisons, un qui va apporter les tomates, un qui va apporter la viande, un qui va apporter les yaourts. Donc c'est un peu complexe. Nous, ce qu'on propose, c'est de massifier tout ça. Le client, il s'adresse à Échange Paysan. Et Échange Paysan a une gamme de produits. Il n'y a qu'une seule commande, il n'y a qu'une seule facture. Et il n'y a qu'une seule livraison. On n'a pas fait une grosse invention, on a juste emprunté le métier de grossiste. Simplement, dans notre camion, il y a cette démarche du circuit court, de la rémunération juste, de la dimension humaine. Il y a de la courgette là? Vous avez mis quoi au menu? On vient de recevoir une commande de Échange Paysan. Donc chaque semaine, on reçoit donc depuis 4 ans une commande de leur part. Là par exemple, on a reçu bien 130 kg de courgettes, 130 kg de carottes. Voilà, donc pour les légumes, c'est stocké ici. Alors c'est bien utile pour nous de travailler avec eux parce qu'en fait, ils assurent une fonction logistique que les producteurs ne peuvent pas forcément assurer. Nous voici donc dans la partie déconditionnement et légumerie avec Béatrice qui prépare les concombres que l'on a reçus tout à l'heure avec Échange Paysan et qui serviront à préparer l'entrée de lundi. D'avoir pu travailler en circuit court, ça a apporté un avantage auprès de la population, puisque notre population apprécie énormément que les enfants soient nourris avec le repas de midi, avec des repas équilibrés à base de produits locaux, à base de légumes frais. Il y a un volet activité commerciale, valorisation des produits, mais il y a aussi un volet promotion, sensibilisation à une consommation de produits locaux, si possible de saison et de qualité. Et on a des mêmes objectifs avec la MSA, dans la mesure où la MSA travaille sur la prévention et quelque part, quand on a une alimentation saine et de qualité, évidemment, on court au même objectif. Donc la MSA nous a aidés sur des actions particulières de sensibilisation à l'utilisation des produits locaux, à manger sain, auprès des jeunes, parce que finalement, c'est quand on touche les jeunes que c'est le plus efficace. Le projet d'Échange Paysan, finalement, c'est un projet de territoire qui dépasse la simple envie de valoriser à un juste prix des produits des agriculteurs localement. Ce modèle-là, d'une économie dans laquelle les agriculteurs, notamment, ils reviennent au premier plan, dans lequel on pense d'abord à la production et à l'humain avant de penser aux tarifs, je pense que c'est déterminant, quoi. Quand on parle du nom d'échange paysan, il y a le mot paysan. C'était un mot qui, par le passé, avait un côté plutôt péjoratif. Je dis, nous, on ne le voit pas comme ça. Et derrière la notion de paysan, nous, c'est le mot pays qu'on met. C'est des acteurs du territoire qui travaillent pour le développement du territoire et pour le bien-être du territoire. Et vous pouvez applaudir en effet ces acteurs qui ont pris du temps, qui plus est, pour recevoir les équipes vidéo de la MSA. Un petit commentaire, d'ailleurs, Marie-Hélène, sur ce que vous venez de voir, sur cette initiative? Non, mais ce sont de très très belles initiatives. Et je crois qu'il y en a, si on comparait les territoires, je crois qu'on trouverait partout de belles initiatives. Mais simplement, ça répond vraiment à ce que l'on constate lorsqu'on met en place, lorsqu'on souhaite mettre en place ce type d'action. C'est-à-dire qu'il y a un produit brut d'un côté,
et une cuisine et un produit à servir dans une assiette de l'autre. Et entre les deux, bien souvent, et c'est le constat que l'on a fait nous dans le département des Landes également, mais entre les deux, on a besoin d'une structuration, que ce soit de la première transformation, peut-être un peu de cuisine, l'emballage, et la logistique qui est aussi la distribution de toutes ces matières premières que l'on va collecter chez différents intervenants. Et ça, je crois que c'est un constat aujourd'hui, et tout le monde est en train d'y travailler pour résoudre ce constat-là, mais c'est aussi remettre, alors je vais dire, c'est peut-être pas très agréable, mais remettre un peu les gens à faire de la cuisine, vraiment, sur place. Alors peut-être si, ça peut être très agréable. Mais dans les surtout cantines, quand on est invité. mais dans les cantines, qu'est-ce qui donne plus envie de manger qu'une odeur de poulet rôti en train de cuire ou d'odeur de légumes? Alors, cela dit, on passe aux questions par SMS. Vous allez voir que votre réflexion est tout à fait liée, Marie-Hélène. Problème des cantines qui ne trouvent pas dans une zone géographique proche des produits en quantité suffisante et au moment voulu. Bref, c'est fort bien, on croit à la structuration, mais comment concrètement on arrive à la mettre en place? Est-ce que les PAT en sont une solution? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Alors d'abord sur ce problème. Ouais. Alors, il faut arrêter de penser... Et alors, cantine, pour les scolaires, pour les EHPAD, également pour les MARPA, label MSA, je tiens à le préciser, évidemment. Si on veut parler de préparer suffisamment de repas, ce n'est pas forcément le producteur en circuit court de proximité qui va répondre à la demande. La quantité va se faire au travers aussi, mais de filières longues. C'est pas un gros mot d'être en filière longue et de déléguer l'action. Quand on n'est pas en train de vendre ou de transformer son produit, on est dans l'acte de production. Et c'est la base première de l'agriculture, la production. Derrière, il y a des agriculteurs qui font le choix de faire toute la partie transformation et commercialisation. Mais mon Dieu, quel travail, je les salue, parce que moi, je n'en serais pas capable, je n'en ai pas l'envie. Oui, vous l'avez bien dit et redit, ouais, tout à fait. Et derrière, il y a ceux qui délèguent cet acte-là et qui sont dans la production et pas dans le reste de la production, ce qui permet aussi de pouvoir produire dans un peu plus de quantité, ce qui ne veut pas dire moins de qualité. Sébastien Habiz, cela dit, ça correspond à la définition, à l'imaginaire que l'on se fait quelque part de cette définition de circuit court pour les cantines, de produits de proximité pour les cantines, de dire ça? Écoutez, je ne vais pas citer le nom de l'entreprise, mais une des entreprises leaders de la restauration collective est membre du Club Déméter. Je sais qu'elle travaille de plus en plus ces derniers mois à resserrer les liens avec l'amont agricole, notamment parce que le cahier des charges fixé par les pouvoirs publics est quasiment impossible à tenir, sauf à jouer plus collectif amont-aval et avoir encore une fois j'insiste, les cohérences et complémentarités à mettre en place. Parce que dans une cantine scolaire ou les EHPAD, les seuls produits de proximité ne peuvent pas tout au long de l'année correspondre à la demande, au prix aujourd'hui d'un repas moyen cantine ou EHPAD. Donc je pense que c'est important que les acteurs agricoles, la MSA et ces acteurs de la restauration collective puissent travailler davantage ensemble, parce que c'est aussi en travaillant davantage ensemble qu'on trouve à la fois de la massification et de l'optimisation des systèmes, à la fois des solutions qui soient peut-être plus durables au sens durabilité temporelle, et également pour, entre guillemets, avoir dans le rapport de force positif, parce que le rapport de force, ce n'est pas forcément pour se taper dessus, c'est juste pour essayer de trouver des solutions meilleures, mais vis-à-vis des pouvoirs publics, des acteurs qui, entre la production, entre la restauration, entre les métiers logistiques, etc., disent écoutez, on est prêt à répondre à votre demande, mais concrètement, ça veut dire ça, à tel et tel coût, et avec telle et telle fréquence, et peut-être des marchés publics qui doivent un peu repenser leur très grande volatilité, qui est parfois une volatilité, pardon de le dire, plus politique qu'alimentaire. C'est très clairement dit. Sylviane, une question concernant le PAT. Est-ce que selon vous, le PAT doit rapprocher le producteur du consommateur afin d'améliorer le revenu des agriculteurs?
Alors au niveau du PAT, on l'a dit, effectivement, il y a une dimension économique. La dimension économique... D'où la question et la précision. Hein. Oui, la dimension économique. Dans les PAT, ce qui est plutôt prévu, c'est de l'organisationnel, de la logistique. Effectivement, au sein d'un territoire, il est prévu effectivement d'organiser l'approvisionnement des cantines. Ça peut être l'approvisionnement, vous parliez, alors des EHPAD, c'est parfois un peu plus compliqué. Pour les MARPA, toutes les MARPA ont leur cuisine et assurent eux-mêmes leur approvisionnement. En tout cas, dans le cahier des charges, c'est très précis. Les achats se font en local. Aujourd'hui, non. Le plan alimentaire territorial, pour moi, ne va pas. Il va organiser, mais voilà, c'est pas lui qui décidera si le prix de tel et tel produit qui seront commercialisés au niveau des approvisionnements. Alors, on vous avait parlé tout à l'heure de tout ce qui concernait l'étiquetage. Vous avez évoqué le Nutri-Score, on en parlera peut-être dans la table ronde numéro 2 pour se garder quelques points sensibles tout à l'heure. Mais pouvez-vous faire le point, nous demande-t-on, non seulement de la haute valeur environnementale, mais aussi de la haute valeur sociale, c'est-à-dire le respect des salariés de l'agriculture. Est-ce que c'est une valeur qui pourrait... non pas s'afficher comme un score, mais en tout cas prendre, apparaître quelque part, notamment dans une époque où on voit bien que la RSE est sur toutes les lèvres, où l'on voit bien à quel point finalement l'envie de donner du sens et puis d'avoir une forme de transparence y compris dans la façon dont c'est produit, dont les gens sont rémunérés, dont tous les acteurs finalement interviennent. Est-ce que, cela dit, Sébastien, ça vous semble être intéressant quelque part de donner également un éclairage sur les produits au travers de ce prisme? Je crois l'avoir déjà dit. Donc c'est bien que la table ronde dure 1h30 parce qu'un clou, un marteau, il faut toujours répéter les messages. Absolument. D'autant qu'on en reparlera demain, à mon avis, lorsqu'on va parler évidemment de ce qui concerne le renouvellement des générations et l'attrait de ces métiers. Mais je l'ai dit, entrepreneur du vivant à condition d'être vivant de son entreprise. Et donc il faut que ce modèle social qui est performant soit regardé aujourd'hui dans cette différenciation. Tout à l'heure on parlait de différenciation, mais en Europe et en France, on a un modèle très différenciant par rapport au reste de la planète, avec un respect du droit, avec un respect de certaines valeurs et techniques qui sont aussi parfois des savoirs traditionnels qu'il ne faut pas galvauder. Moi, j'insiste là-dessus. Et puis, je crois que dans ce que l'on doit toujours rappeler sur la dimension sociale de la performance agricole, elle ne doit pas être uniquement, encore une fois, au seul bénéfice des consommateurs. Il faut parler de justice sociale et de précarité alimentaire et faire des choses vis-à-vis des consommateurs. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il faut que l'ensemble des acteurs agricoles, encore une fois, les agriculteurs et l'ensemble des métiers agro-industriels, logistiques, transporteurs, l'ensemble des salariés qui sont sur les activités servicielles et tertiaires. Toutes ces activités-là, mis bout à bout, sont extrêmement essentielles à la sécurité alimentaire pour tous. Et pour moi, il y a une grande dimension sociale. Est-ce qu'il faut lui mettre un label? Je ne crois pas, parce que j'ai dit il y a trop de labels. Est-ce que par contre, il faut rappeler que pour être bon économiquement, bon pour l'environnement et bon pour une justice alimentaire pour tous, bah oui, on a besoin de salariés qui soient encore fiers de faire ce métier, et c'est un sujet important, qui soient capables de faire le métier avec les nouvelles exigences, les nouveaux outils et les nouvelles règles publiques dont j'insiste, la volatilité des politiques publiques et des humeurs des consommateurs est bien plus grande que la volatilité des prix agricoles. Donc ils doivent gérer cette tension permanente, mais encore une fois, il faut qu'économiquement, il y ait du progrès. Le but, c'est pas... Pardon Eric, je vais le dire jusqu'au bout. Il ne faut pas demain avoir un projet agricole où l'objectif, c'est de tenir tout le monde sous perfusion. L'objectif demain, c'est que quand on est dans l'agriculture, on puisse gagner de l'argent. J'assume complètement mes propos. On va aller à la conclusion de cette table ronde dans quelques instants. Regardez sur les cantines scolaires, l'enfer des cantines scolaires. Tu dois manger local. Il y a un éleveur de coquillettes, poissons panés dans le coin.
Sébastien Abis, merci de nous avoir accompagnés. Marilène, vous restez évidemment parmi nous. Vous aussi d'ailleurs, je sais Sébastien que vous allez rester tout le long de ces travaux qui vous intéressent évidemment fortement. Et un grand merci à nos deux premiers rapporteurs qui, comme les autres qui vont venir ici sur scène, Christophe et Sylviane, méritent vos applaudissements. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans un quart d'heure